Donc voilà, je vais parler de plusieurs choses. Je vais parler donc de Nipponarium. C'est un roman que j'ai écrit il y a pas mal de temps déjà. Un petit roman qui met en scène des jeunes gens qui ne se sentent pas à l'aise dans la société japonaise, qui souffrent des contraintes et des violences de cette société, et il y en a pas mal. Et ces jeunes gens se rencontrent, créent une sorte d'humanité, un peu plus tendre que ceux qui les entourent, ce à quoi ils sont confrontés, et ils vont tenter de se soustraire à cet environnement. Alors je vais également évoquer le thème de l'errance. C'est un thème qui m'a été proposé par Pierre, donc c'est une errance qui est très présente au début du roman et puis pas du tout après. Pour ce faire, je vais invoquer quelques auteurs illustres, quelques chansons aussi, il y aura des intermèdes musicaux. Alors je pensais au début chanter, mais finalement je n'ai pas chanté, je vais juste passer les enregistrements. Et donc... voilà, je vais errer au gré des images, des réminiscences de livres lus autrefois, de mélodies comme ça, glanées sur les chemins, ressuscitées par ce sujet, l'errance. Donc je vais errer dans l'errance, et vous avec moi d'ailleurs, et à moins que nous y flânions, à moins que nous y voyagions. Errer, flâner, voyager. Donc l'errance vient c'est pour faire savant, du mot latin iterare. Errant a pris le sens de qui voyage sans cesse, errare, et aller ça et là à l'aventure, et puis faire fausse route, vagabonder, sans but. Et c'est assez amusant qu'un mot qui désigne le voyage à l'origine bascule ainsi dans un voyage sans but, sans fin, l'errance donc. Pourtant, à mon sens, au sens commun, l'errance n'est pas toujours liée au voyage, et elle l'est même assez rarement, à vrai dire. Beaucoup de SDF errent dans les rues de Paris, on ne peut pas dire qu'ils voyagent, dans les grandes mégalopoles. On peut errer dans sa chambre aussi, ou en tout cas être très erratique. La flânerie que j'évoquais tout à l'heure n'a pas nécessairement d'objet non plus, mais ça lui est égal en fait. Le flâneur se balade de fleur en fleur, avec le sourire, et alors que l'errance est toujours associée quand même à une douleur, à une perte, à une quête impossible parfois. Quant au voyage, il s'inscrit généralement dans des espaces et des perspectives plus larges et plus construites. Alors Nipponarium commence par une errance, indiscutablement, et donc je vais vous lire le tout début de Nipponarium. Non, je ne suis pas revenu pour ça, ni pour elle, ni rien. Je suis revenu pour rien. Il le fallait, voilà tout. J'ai retrouvé des choses connues, l'aéroport de Tokyo, le métro, les filles en jupe courte, les salariés tout ça. En ce sens, je n'étais pas perdu. Mais je n'avais plus de lieu. Asuka avait disparu dans les bribes de sa vie. Les autres ne me répondaient pas. J'étais seul au Japon, revenu pour rien, rien qu'une obstination bizarre. Quel con. Mon sac était léger, quelques vêtements, pas d'appareil photo sauf un petit à la ceinture au cas où. C'était le soir, déjà, la nuit même. Il faisait noir, il faisait froid aussi, enfin froid et chaud au gré de mes fièvres. Pourquoi s'enfoncer dans un lit douillet quand on peut marcher au hasard des rues? Je voulais marcher jusqu'à la mer, c'était ça mon idée, marcher jusqu'à la mer, descendre des airs et marcher jusqu'à la mer tel Icare. Un Icare qui aurait appris à atterrir et à marcher sur l'eau par exemple. Je dis ça, comme si j'étais dans le tableau de Bruegel, celui de la chute d'Icare justement. C'est une scène champêtre au bord de la mer. Des gens vont sur leur chemin dans une clarté douce. Mais où est passé Icare? En regardant bien, on finit par le trouver dans un coin du tableau, chutant au-dessus des flots tranquilles, dans l'indifférence générale. Il chute tout seul dans son coin. Personne ne s'est aperçu de rien. Moi j'étais au Japon, Icare transparent. Aller jusqu'à la mer, ça n'était pas si simple. J'avais faim, j'avais sommeil, j'avais de la fièvre, je l'ai déjà dit. Et puis par où passer? Je n'avais pas oublié toutes ces usines, tous ces hangars dressés entre la terre et la mer. Je savais déjà que le rivage est presque inaccessible ici. Je suis sorti à Shinjuku, il y avait du monde, des petits, des grands, des riches, des pauvres, des beaux, des moches, des jeunes, des vieux. Ils allaient tous quelque part, chacun avait un but. Je me suis planté contre un mur, j'en ai choisi quelques-uns au hasard, et j'ai essayé de deviner quel était leur but. Je ne veux pas parler du but de leur vie, mais du but immédiat, de leur destination prochaine. Maison, bar, boulot, boutique.
Eh bien, rien que ça, qui n'était pourtant pas bien ambitieux, ça n'était pas évident. J'ai renoncé assez vite, d'autant que le dos ressac de ces vagues humaines avait tendance à m'endormir. J'ai marché un peu comme ça dans le courant. Bon, ça, c'est le tout début du roman, et sans transition, nous allons passer à une chanson, Gaspard. Je suis venu à la mort orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. Abattant un trouble nouveau, sous le nom d'amoureuse flamme, m'a fait trouver belle les femmes. Elles ne m'ont pas trouvé beau. Bien que sans patrie et sans roi, et très brave ne l'est en guerre, j'ai voulu mourir à la guerre. La mort n'a pas voulu de moi. Suis-je né trop tôt, trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Oh, vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard. Alors, le Gaspard, c'était un poème de Verlaine à la base, qui avait été mis en musique par Moustaki, donc chanté par Edjani. On pense, je crois, que c'était en référence à Gaspard Hauser. Voilà. Donc l'errance est avant tout un exil intérieur, une adaptation au monde. La grande question, c'est ne serait-ce pas le monde lui-même qui est fondamentalement inadapté à l'homme? Pas mal de gens le pensent et considèrent que la société moderne, en individualisant les gens à l'extrême, en détruisant un certain nombre de liens sociaux, des liens primordiaux dans les sociétés traditionnelles, est une vaste fabrique à personnalité schizoïde, c'est-à-dire introvertie, solitaire, sans affect, indifférente aux autres. Freud lui-même est pessimiste sur l'état du monde. Dans une lettre à Lou Andréas Salomé, il précise « Puisque nous ne pouvons considérer la civilisation actuelle, la plus évoluée de toutes, que comme une gigantesque hypocrisie, il doit s'en suivre qu'organiquement, nous ne sommes pas faits pour elle. Il faut abdiquer. » Dans une autre lettre à Marie Bonaparte, il ajoute « Dès que l'on s'interroge sur le sens et la valeur de la vie, on est malade, car ni l'un ni l'autre n'existe objectivement. » Quant à la guerre, selon Freud, la guerre qui est un peu partout autour de nous en ce moment, elle accompagnerait inévitablement la civilisation. L'agressivité de l'homme est si fortement refoulée que périodiquement a lieu un déchaînement de sa nature animale. Enfin, si on peut parler d'animal. Pas d'espoir, pas de justification, pas de promesse non plus. Ce monde est le meilleur des mondes possibles parce qu'il est le seul monde possible, commente Roland Jacquard, qui a donc écrit un livre qui s'appelle L'exil intérieur. L'unique fin de la vie est la vie elle-même. Tout ce qu'on peut espérer, c'est de survivre. La rationalité humaine consiste à faire face au monde inconfortable tel qu'il est et tel qu'il sera. Nietzsche en rajoute une couche quand il affirme que l'homme dionysiaque sait qu'il est impossible de rien changer à l'essence éternelle des choses et que la prétention de remettre d'aplomb un monde sorti de ses gonds est ridicule et infâme. Ces inadaptations, ces exils, ces errances intérieures, qu'elles soient le produit de la société ou celui de parcours très personnels, ont inspiré à nombre d'auteurs quelques textes magnifiques. À mon sens, un des plus beaux d'entre eux est celui de Stig Dagerman, le génial auteur suédois de L'Enfant brûlé.
et d'autres livres. C'est le dernier texte qu'il a écrit avant de se donner la mort. Donc là, je cite son texte. « Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit qu'une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas aussi entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. » Donc après cette introduction plutôt déprimante, je vais enchaîner par un poème d'Aragon, qu'il est tout autant, je suis désolé, mais ça va s'arranger après. Restez, ne partez pas, vous n'êtes déjà pas si nombreux. Et donc il colle, hélas, parfaitement au sujet, et qui a eu le privilège d'être mis en musique par Léo Ferré. Alors normalement ça doit partir là. Voilà. De façon assez légère. Hein. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et le baiser au loin les suivre. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était tellement drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et le baiser au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un navire de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Comme des soleils évolus. Donc voilà la version de Léo Ferré, une des premières en fait, hein, qui est assez légère. Il y a une version de Philippe Léotard qui l'est beaucoup moins.
Et une de Jean Ferrat aussi, qui est très belle. Voilà. Donc pourquoi avoir choisi cette chanson donc, qui est plutôt triste et en plus qui est aussi un peu longue? Essentiellement parce qu'elle colle au sujet, donc, mais aussi parce qu'on y parle de Lola et de Rainer Maria Rilke. Alors nous reviendrons à Lola et à ses sœurs plus tard. On va commencer par Rainer Maria Rilke. Quand Pierre m'a proposé ce thème parmi tant d'autres, alors je précise pour ceux qui n'auraient pas lu Nipponarium qu'il y a quelques passages raisonnablement érotiques, ainsi que pas mal d'humour et beaucoup d'action. Donc c'est un roman parfaitement plaisant à lire, hein. Il n'y a pas que l'errance déprimante, loin de là, enfin j'espère. Donc quand Pierre m'a proposé ce thème funeste, tiens il revient, l'errance, ça m'a fait immédiatement penser à un film de Rainer Maria Rilke que j'avais lu dans ma lointaine jeunesse, Les Cahiers de Malte-Lauritzbridge. Je me souvenais d'une errance décharnée dans Paris qui avait fait écho à la mienne à cette époque incertaine. J'ai relu le livre et j'ai trouvé des correspondances stylistiques avec le mien, du moins au début. Ça m'a fait penser qu'il y avait peut-être une écriture de l'errance, c'est-à-dire l'usage de phrases courtes, d'angles variés sur des choses croisées, une sorte de kaléidoscope rapide des choses vues comme elles surgissent. Donc voici quelques exemples tirés du livre de Rilke. Donc là je cite Rilke. « Dire que je ne peux pas m'empêcher de dormir, la fenêtre ouverte. Des tramways roulent en sonnant à travers ma chambre. Des automobiles passent sur moi. Une porte claque. Quelque part, une vitre tombe en cliquetant. J'entends le rire des grands éclats, le gloussement léger des paillettes. Puis soudain, un bruit sourd, étouffé de l'autre côté, à l'intérieur de la maison. Quelqu'un monte l'escalier. Approche, approche sans arrêt. Et là, et longtemps là, passe. Et de nouveau, la rue. Une femme crie « Hâtez-toi, je ne veux plus !» Le tramway électrique accourt, tout agité, passe par-dessus, par-delà tout. Quelqu'un appelle, des gens courent, se rattrapent, un chien aboie. Quel soulagement, un chien. Vers le matin, il y a même un coq qui chante et c'est un délice infini. Et puis tout d'un coup, je m'endors. Cela, ce sont les bruits. Mais il y a quelque chose qui est ici qui est plus terrible, c'est le silence. Je crois qu'au cours des grands incendies, il doit arriver ainsi parfois un instant de tension extrême. Les jets d'eau retombent, les pompiers ne montent plus à l'échelle, personne ne bouge. Sans bruit, une corniche noire s'avance là-haut et un mur derrière lequel le feu jaillit s'incline sans bruit. Tout le monde est immobile et attend, les épaules levées, le visage contracté sur les yeux, le terrible coup. Tel est ici le silence. J'apprends à voir. Je ne sais pas pourquoi tout pénètre en moi plus profondément et ne demeure pas où, jusqu'ici, cela prenait toujours fin. J'ai un intérieur que j'ignorais. Tout y va désormais. Mais je ne sais pas ce qui s'y passe. Aujourd'hui, en écrivant une lettre, j'ai été frappé du fait que je ne suis ici que depuis 3 semaines. 3 semaines ailleurs, à la campagne par exemple, cela semblerait un jour. Ici, ce sont des années. Du reste, je ne veux plus écrire de lettres. À quoi bon dire à quelqu'un que je change? Si je change, je ne suis plus celui que j'étais. Et si je suis un autre que je n'étais, il est évident que je n'ai plus de relation. Je ne peux pourtant pas écrire à des étrangers, des gens qui ne me connaissent pas. L'ai-je déjà dit, j'apprends à voir, oui, je commence. Cela va encore mal, mais je veux employer mon temps. Je songe, par exemple, que jamais je n'avais pris conscience du nombre de visages qu'il y a. Il y a beaucoup de gens, mais encore plus de visages, car chacun en a plusieurs. Donc Rilke va développer ce thème dans les paragraphes suivants, l'infinité des visages, de très beaux paragraphes. Cet extrait qui se situe dans les premières pages du roman de Rilke souligne des phénomènes communs à l'errance et au voyage. Plongé dans un milieu étranger, en particulier dans un milieu urbain, les sens sont exacerbés, on voit mieux, on entend mieux, les perceptions sont plus aiguës, et toutes ces expériences ainsi que l'isolement relatif dans lequel on est plongé provoquent en nous des changements profonds. Nicolas Bouvier parle de, je cite, « cette fabuleuse dérive du voyage où soi-même, avec quel soulagement, on se sent disparaître ». L'errance urbaine qui inaugure les cahiers de Malte-Lauritzbridge et de mon roman, de Nipponarium, provoquera chez les protagonistes des changements radicalement opposés. Alors que Malte
s'enferme dans une exploration géniale, recluse et totalement solitaire des fantômes de son passé. C'est vraiment un livre à lire et à relire avec beaucoup d'attention et de concentration. Anthelme de Nipponarium croise toute une galerie de personnages avec lesquels il se liera de diverses façons. D'être en être, d'histoire en histoire, dans ce processus, il réinventera la sienne en la liant à celle des autres. D'ailleurs, il faut noter que dès le début, au sein même de son errance solitaire, Anthelme n'est pas insensible à l'appel des sirènes, surtout si elles sont du beau sexe, réel ou imaginaire. Dans ce passage, il est toujours errant à Tokyo en dormant dans les cafés internet. Donc moi, j'ai vécu au Japon, et il se trouve qu'au Japon, il y a des cafés internet dans lesquels on peut dormir, c'est-à-dire qu'il y a des sièges confortables dans lesquels on peut dormir. Des gens, vraiment, ils passent une bonne partie de leur vie. Donc là, je cite un passage du roman. « Ce qui m'a réveillé, je vais le dire bien que j'ai de sérieux doutes. C'est un baiser. Oui, un baiser. La fille d'à côté a déposé un baiser sur mes lèvres, doux et furtif. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu à côté, concentré sur ses pages, comme si rien ne s'était passé. J'ai refermé les yeux et j'ai fait semblant de dormir. En m'y appliquant un moment, je me suis endormi pour de bon et j'ai à nouveau été réveillé par ces baisers. Je ne savais toujours pas. J'ai recommencé 2 fois, j'ai même cru sentir son parfum sur mes lèvres, entendre des mots d'amour. Au dernier réveil, elle était partie, je l'ai vue payer et disparaître. Ma fièvre était tombée. Il faisait jour dehors et je ne savais pas où aller. Je ne voulais pas affronter les zones industrielles des bords de mer, ni les foules et les incertitudes de la ville, ni les recoins mouillés des parcs, ni les invitations incompréhensibles des quartiers chauds. J'ai pris la Toei Oedo Line, celle qui fait le tour du centre de Tokyo. J'ai choisi un siège bien placé au milieu du wagon, près de la fenêtre, et j'y suis resté. Je suis resté toute la journée sur ce siège. Je ne sais pas si j'avais encore sommeil, mais quelque chose en moi voulait obstinément dormir. Je m'endormais, j'ouvrais les yeux, je me rendormais, et j'ouvrais les yeux à nouveau quelque part plus tard. À chaque réveil, tout avait changé. Les gens devant moi, à côté de moi, les paysages à l'extérieur. J'observais tout ça pour l'imprimer, froidement, objectivement. Définitivement. Je notais l'heure à l'instant du réveil, le point GPS à ma montre, mais je négligeais l'altitude et la température. Je refermais les yeux avant que tout ça ne bouge trop, et je me rendormais. Je me réveillais encore et ça recommençait. J'ai répété ce manège toute la journée, une partie de la soirée. Ça n'était pas juste pour faire des trucs débiles, je n'avais pas d'endroit, nulle part où aller. Le soir, je suis revenu au café Manga, mais elle n'était pas là. J'ai mené cette vie, donc cette vie d'errance, on est bien dans le sujet. J'ai mené cette vie 3 jours et 3 nuits. J'ai tout noté et pourtant je ne me souviens de rien. Rien que des visages qui se confondent dans leur multitude, rien que de sentiments de plus en plus profonds, de plus en plus violents, de plus en plus vertigineux d'une perte. J'ai essayé de trouver un sens à tout ça, j'ai relié les points GPS sur la carte, ils formaient un cercle parfait. Parfait comme le vide, l'absence. Je n'ai pas identifié de personne que j'aurais reconnue parmi les voyageurs croisés au fil des jours. Sauf oui, une fille qui me regardait avec une sorte de pitié tendre, comme elle aurait regardé un homme en larmes, qui sait. J'enchaînais les heures et les rondes avec cette peine sourde, cette indignation secrète, ce vers qui revenait régulièrement au fil des cercles vains répétés sur tous les tons. Tu me demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur ? Tu me demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur ? Quand le son était trop fort, j'ouvrais les yeux et je m'appliquais à me décrire ce que je voyais, froidement. Donc un peu plus loin, Anthelme vagabonde toujours, mais il est dans de meilleures dispositions. La pluie avait cessé pendant la nuit, je suis sorti à l'aube dans la lumière qui sèche les dernières rosées. Cette force-là, cette joie. J'ai marché au hasard des rues en souriant. Je faisais mon chemin, roi de mon labyrinthe dans l'anarchie urbaine, heureux. Rien de prémédité dans ces architectures qui m'hébergeaient momentanément. Tout était possible. Et je déambulais le long d'un grand immeuble jaune, puis d'un bloc bleu totalement clos, un parking aérien avec un ascenseur à voiture, puis d'une baraque en tôle rouillée à côté d'un immense building aux baies vitrées à peine posées, puis de vieux qui pêchaient le long d'un ruisseau au détour d'une avenue. Tout ça dans une anarchie apaisée, ponctuée par quelques chats qui ronronnaient au soleil. J'ai fini par tomber sur le parc Yoyogi Koen. Cette bonne disposition face à l'univers qui l'entoure va se concrétiser par une rencontre, enfin. Dans ce parc, Anthelme va rencontrer Yoshi, un coureur cycliste avec qui il va se lier d'une très forte amitié.
Et là, il va y avoir le troisième et dernier intermède musical. Et je vais vous demander un effort qui va être celui d'oublier tout ce que nous avons appris sur cette chanson que je vais vous passer et d'imaginer que la belle en question soit une femme. Tu es si belle, qu'en te voyant, je t'aimais. Belle, que j'aime tant, depuis longtemps, je t'attendais. Souviens-toi du temps où tu venais chaque soir pour me rencontrer. Tu passais si belle que j'en rêvais. Tu le sais, mon ami, je t'aimais. Belle, oh si belle, tu t'en allais sans m'écouter. Je t'attendrai pendant longtemps, tu es si belle. Belle, que j'aime tant, je t'attendrai en te rêvant. Puis un jour tu passeras près de moi, ma belle, tu viendras. Nous ferons alors, si tu le veux, ce jour-là, le beau voyage à deux. Belle, si tu le veux, nous serons deux, nous serons deux. Belle, si tu le veux, nous serons deux, nous serons deux. Donc c'était le dernier extrait musical. Pourquoi donc avoir choisi cette chanson dans le cadre d'une causerie sur l'errance, une errance japonaise en plus? D'abord parce que c'est une très belle chanson d'amour, je trouve. Moi j'ai toujours beaucoup aimé. Et avec un petit effort d'imagination, donc Belle n'est pas un beau chien blanc, mais une jolie japonaise. Ça peut faire penser au lien qui unit Yoshi, donc le coureur cycliste et nouvel ami de Anthelme, et la jolie et fragile Sakura, son amour d'enfance, égaré dans un monde particulièrement violent, un monde où les femmes, les pauvres et les enfants sont toujours les cibles privilégiées. Donc à la recherche de Sakura, Yoshi et Anthelme vont croiser Takashi, un vieil ermite qui est un benshi. Les benshis sont des gens qui disaient les films à l'époque du cinéma muet. Le frère de Kurosawa était un benshi célèbre. Anthelme aimera brièvement et intensément la belle Natsuko. Natsuko, fille de l'été, Natsu ça veut dire été, et femme des nuits incandescentes donc. Et dans une ultime errance solitaire, il va rencontrer Fuji, un moine qui a vécu en fait en France et qui est revenu au Japon sur le tard. Donc là, c'est vraiment le terme de son errance. Je vais donc vous citer ce dernier extrait, vous dire ce dernier extrait qui est vraiment la fin de l'errance de Anthelme. Je me suis aperçu que depuis mon arrivée au Japon, l'outil GPS de ma montre avait noté des points toutes les heures. La liste était longue et je ne savais pas comment ôter cette fonction. J'en ai pris mon parti, j'ai acheté une grande carte et j'y ai inscrit les points. Je cherchais à tisser des liens entre eux en vain, aucun dessin ne se révélait. Comme je n'avais rien de mieux à faire, j'ai continué à inscrire les points et à tracer les lignes. Je me plongeais dans des livres repêchés ici. J'avais eu la chance de tomber sur Phèdre et Bérénice, de retrouver la poésie de Racine, sa finesse inégalée dans l'évocation des sentiments.
J'adorais ces « hélas » de tragédie et ces fiers « et quoi » que disent les héros. Et ces vers sublimes entre tous, que le jour commence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. J'apprenais, je déclamais des morceaux entiers. J'avais trouvé un livre de haïku, je l'ouvrais au hasard, je me nourrissais de ces images sensuelles d'où tant de choses pouvaient naître. Le haïku est le lien entre la main et le cerf-volant, m'avait dit un soir une amante. Il peut décrire la beauté de ce dernier, s'attacher aux figures qu'il effectue, évoquer la terre, les nuages et le ciel, ou explorer toutes les lignes de la paume. Le haïku a tout ça en lui, c'est au lecteur de décider. Voir un éclat de lumière sur la rivière, un scarabée qui trottine sur l'asphalte, un sac en plastique qui vole dans le vent, la lune naissante entre les immeubles. J'essayais de me plonger dans les éléments. Je ne savais à quelle profondeur ils pénétraient en moi, mais au moins ils étaient quelque part, comme un souci, une tentation, peut-être une nostalgie. Tout cela n'était-il pas une vaine reconstruction des sensations de l'enfance, aux intensités à jamais perdues? Je m'appliquais cependant, et comme un apprenti parfumeur affine son goût en pouvant identifier, décortiquer, nommer ses sensations, j'avais l'impression de voir un peu mieux le monde qui m'entourait. J'allais souvent dans un petit parc qui surplombait la ville près du zoo de Yokohama. J'y restais le soir pour assister à l'effacement du jour et au réveil de la lune. Je repartais quand elle était bien installée dans le ciel et que les étoiles étaient trop nombreuses. Au bout de quelques jours, j'ai remarqué devant moi un vieux prêtre totalement chauve. Les reliefs de son crâne, bosselé, luisant, ressemblaient à ceux d'une planète abandonnée, à l'astre mort que nous regardions tous les deux. J'arrivais toujours après lui et je repartais sans avoir vu son visage. Il ne bougeait pas. Je suis revenu un soir dans une nuit obstinément noire et j'ai attendu. J'étais seul. Le jour était bien mort mais la lune tardait. Le vieil homme est passé devant moi et m'a dit quelque chose en japonais. Il a repris dans un français sans accent « La lune ne viendra pas aujourd'hui ». J'ai supposé qu'il y avait quand même quelque chose à voir et je me suis perdu dans la contemplation du noir, puis des étoiles que mes yeux fatigués multipliaient vainement. Alors que je m'éloignais, je me suis retourné une dernière fois vers le vieil homme. Son crâne tourmenté luisait dans la pâleur du réverbère. Il avait l'air de flotter au-dessus de son corps, au-dessus de Yokohama, au-dessus de la Voie lactée, comme une lune au réveil tardif. J'ai joint mes mains, je me suis incliné, j'ai disparu. Le lendemain, il pleuvait et il ventait. Yokohama était fouetté par la queue d'un typhon qui malmenait le centre du pays. Le vieil homme était là, à l'abri sous une plateforme de béton. Il contemplait. Je me suis abrité à ses côtés. Sans me regarder, il m'a demandé « Que fais-tu à Yokohama ?» J'aurais pu rire ou pleurer ou chantonner crânement ou prendre un air détaché ou expliquer n'importe quoi. J'ai regardé l'eau qui ruisselait à mes pieds, légèrement honteux. Je lui ai répondu que je ne savais pas, par politesse, mais cette réponse était inutile. « Allons bouffer », enchaîna-t-il. On arrive à la fin de cet exposé, de cette conférence, ou de cette... pour Anthem, le temps de l'errance est terminé. Et donc, mon propos aussi. Cette errance aura mis des gens sur sa route, elle aura même dessiné un visage de femme. Son destin se liera à d'autres personnages. Johannes, qui dit être le Hollandais volant, un marin condamné à errer sur les mers pour l'éternité, et qui l'est peut-être bien, le Hollandais volant. Gog et Magog, deux frères ashkénazes qui ont des entrepôts d'antiquités qu'ils louent pour les tournages et vivent dans un monde flottant entre passé et présent. Anatahan, qui a été ainsi nommé en référence à l'île d'Anatahan, dans laquelle des naufragés se sont battus pour une femme, la femme ultime, et quelques autres personnes encore. Avec l'aide des uns et des autres, cette errance originelle se transformera peut-être en échappée belle, puis en voyage. Là, je vais retourner à Nicolas Bouvier qui dit « Cette planète était bien plus imprévue, surprenante, cruelle, colorée, généreuse que l'image épinalisée que je m'en étais faite. » Et il ajoute « On voyage pour faire apparaître le monde et connaître avec lui de trop brefs instants
d'unité indicible et de totale réconciliation. Anthem, Yoshi, Sakura et Anatahan parviendront-ils à s'extraire des enfermements nippons pour un voyage initiatique où ils feront apparaître un monde aux multiples promesses d'illumination et d'histoire à raconter, nuit après nuit? On le sait, il faut lire le livre pour ça. Mais comme un talisman à l'errance et une bénédiction au voyage, qu'ils se souviennent de ces quelques vers de Hafez. Même si la route est incertaine et l'abri de ta nuit peu sûr, sache que toute route a son terme, que tout voyage a sa fin, ne mange pas ton cœur. Ne mange pas ton cœur. Voilà, c'est fini. Oh.